63e lettre de Sénèque à Lucilius. La mort de ton ami Flaccus me fait de la peine et cependant je ne veux pas t'en voir affligé toi-même, outre mesure. T'interdire entièrement l'affliction, je ne l'oserais guère, et je sais pourtant que cela vaudrait mieux. Mais à qui sera donnée une pareille fermeté d'âme, sinon à l'homme qui domine déjà de très haut la fortune? Cet homme sentira lui-même au cœur une piqûre, mais ce ne sera qu'une piqûre. Nous sommes excusables de nous être laissés aller aux larmes, si elles n'ont pas coulé trop nombreuses, si nous avons pris sur nous de les refouler. Il ne faut pour un ami perdu ni que les yeux soient secs, ni qu'ils fondent en eau. On doit pleurer, non sangloter. Tu trouves dure la loi que je t'impose, quand le plus grand parmi les poètes de la Grèce accorde juste pour un jour le droit de pleurer, quand il dit que Niobé même a pensé à se nourrir. Tu veux savoir d'où viennent les lamentations, les gémissements immodérés? Nous demandons aux larmes de fournir la preuve de nos regrets. On ne se plie pas à la douleur, on en fait parade. Ce n'est jamais pour son compte propre qu'on s'afflige. Oh, misérable jugement! Jusqu'à la douleur qui veut paraître. Et quoi dis-tu? Oublierais-je un ami? Tu lui ménages en toi un souvenir bien court, s'il y doit durer autant que ta douleur. Ce visage, n'importe quel incident va le faire passer au sourire. Et je ne t'ajourne pas à une période un peu éloignée, par où tout regret s'adoucit, par où les plus véhéments chagrins s'apaisent. Dès que tu cesseras d'avoir l'œil ouvert sur toi-même, cette ombre de tristesse se dissipera. En ce moment, tu couves ta douleur, mais on a beau la couver, elle échappe, et plus elle est véhémente, plus vite elle finit. Aussi, travaillons à nous rendre douce la mémoire des êtres disparus, car personne n'aime à revenir sur une pensée qui ne peut que réveiller des tourments. Même en gagnant cela sur nous, il sera impossible que nous évoquions sans un serrement de cœur le nom des disparus qui ont eu notre affection. Mais ce serrement de cœur même a en soi son plaisir. Suivant le mot de notre cher Attal, le souvenir des amis défunts est doux comme certains fruits d'une âpreté suave, comme le vin trop vieux dont l'amertume nous flatte. Mais quand un peu de temps a passé là-dessus, la dure impression s'amortit et le plaisir nous arrive sans mélange. Si nous l'en croyons, penser aux amis bien portants, c'est miel et friandise. À se rappeler ceux qui ne sont plus, on éprouve une sorte d'amer réconfort. Or, on ne contestera pas que les condiments acides et de quelque âpreté sont à leur manière des stimulants de l'appétit. Je ne suis pas du même sentiment que ce Attal. La mémoire de mes amis défunts m'est douce et plaisante. Je les avais comme si un jour je devais les perdre. Je les ai perdus, et c'est comme si je les avais toujours. Fais donc, mon cher Lucilius, ce qui convient à ton équité. Cesse d'interpréter à mal un bienfait de la fortune. Elle a repris, mais elle avait donné. Jouissons à plein cœur de nos amis, puisque la durée d'un pareil bonheur échappe aux prévisions humaines. Songeons que, de fois, nous les avons laissés en quittant notre logis pour quelque lointain voyage. Que de temps! Même en séjournant au même lieu, nous sommes restés souvent sans les voir. Nous comprendrons que nous avions plus d'instants perdus pour eux durant qu'ils vivaient. Cependant, peut-on souffrir ces hommes qui traitent le plus négligemment du monde leurs amis, pour les pleurer ensuite le plus lamentablement, et qui ne vous aiment qu'à la condition de vous avoir perdu?
Qu'est-ce qui les pousse à ces regrets débordants? Ils appréhendent que l'on ne mette en doute leur affection. C'est s'aviser d'en donner des marques un peu tard. Avons-nous d'autres amis? Nous les traitons bien mal et les estimons bien peu, s'ils ne suffisent pas à nous consoler à eux tous d'une seule perte. N'en avons-nous pas d'autres? Alors la fortune nous a fait moins de tort que nous-mêmes, car elle ne nous a enlevé qu'une amitié, mais nous, toutes celles que nous n'avons pas acquises. Et puis cet ami unique, si on n'a pas été capable d'en aimer plus d'un, l'a-t-on lui-même tellement aimé? Si un homme dépouillé de sa tunique, son unique vêtement, gémissait plutôt que de regarder au moyen d'éviter le froid et de se procurer de quoi protéger ses épaules, ne te paraîtrait-il pas absurde? Celui que tu aimais, tu l'as conduit à sa tombe. Cherche qui aimer. Il y a mieux à faire qu'à pleurer. Répare ta perte. Je vais ajouter une vérité bien rebattue. Tout le monde l'a dite, mais je ne l'écarterai pas pour cela de mon propos. Toute douleur a un terme, et quand la raison ne l'impose pas, le temps nous y conduit. Or pour l'homme de bon sens dans le chagrin, la plus honteuse manière de guérir, c'est de guérir par lassitude. Si tu me crois, laisse la douleur, plutôt que d'être laissé par elle. Renonce au plus vite à un chagrin qui, même si tu t'y complais, ne pourra durer longtemps. Nos pères ont prescrit aux femmes un deuil d'une année, ce qui les invitait non à pleurer pendant tout ce temps, mais à ne pas pleurer plus longtemps. Pour les hommes, la loi ne prescrit aucun délai parce qu'aucun n'est séant à la dignité virile. Eh bien, parmi ces faibles femmes que l'on a eu tant de peine à écarter du bûcher, à séparer du cadavre, montre-m'en une dont les larmes aient duré tout un mois. Il n'y a rien qui rebute plus vite que la vue de l'affliction. Récente, elle trouve un consolateur, elle s'attire des sympathies. Ancienne, elle prête au ridicule. Et non sans raison. Ou elle est feinte, ou elle est folle. Voilà ce que je t'écris, moi qui ai pleuré, mon bien cher Anéus Serenus, avec si peu de mesure que je mérite, à mon très grand déplaisir, de passer en exemple parmi ceux qui ont succombé à la douleur. Aujourd'hui, je réprouve ma conduite, et je comprends ce qui, plus que tout, m'a porté à de pareils regrets. Jamais je n'avais pensé qu'il pouvait mourir avant moi. Je ne voyais qu'une chose, qu'il était le plus jeune, de beaucoup le plus jeune, comme si l'ordre logique comptait dans les décisions du destin. N'oublions donc pas un instant que nous sommes, nous et ceux que nous chérissons, voués à la mort. Je devrais dire dans le moment, ce Sérénus que j'aime est plus jeune que moi, qu'est-ce que cela signifie? Il devrait mourir après moi, mais il peut mourir le premier. Je ne l'ai pas fait, et la fortune m'a pris au dépourvu en m'assénant un coup. Et c'est maintenant seulement que je me fais ces réflexions. Tout est mortel et la mortalité n'a pas de loi. Tout ce qui peut arriver jamais peut arriver aujourd'hui même. Il faut donc songer, mon bien cher Lucilius, que nous arriverons bientôt nous-mêmes là où nous regrettons si fort que notre ami s'en soit allé. Et peut-être, s'il faut admettre comme vrai ce que disent les sages, s'il existe un lieu où nous aurons notre demeure, celui que nous croyons perdu n'a fait que nous devancer là-bas.